Bonjour Sébastien Verdun, Bonjour. merci de nous recevoir aujourd'hui pour cet échange. Avant de commencer, je vais brièvement présenter votre carrière dans le rugby fauteuil. Vous avez commencé en 2017 et dès 2018, vous illuminez déjà le terrain auprès des Bleus en équipe de France. 6 ans de pratique et déjà double champion d'Europe, champion et meilleur joueur aux États-Unis et en Angleterre, 5 fois vice-champion de France et 7e meilleur joueur mondial. Les Ovalie concentrent beaucoup d'énergie autour de l'inclusion et notamment par ce nouveau tournoi qui est le tournoi de rugby en fauteuil. C'est pourquoi nous rencontrons aujourd'hui. Pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre handicap ? Alors mon handicap, c'est simple, c'est un handicap de naissance. Alors j'ai deux handicaps. J'en ai le premier, c'est que je suis paralysé au niveau des jambes, en gros à partir des genoux. Donc je ne peux pas tenir debout, je ne sens pas en dessous des genoux. C'est ce qu'on appelle une paraplégie. Et en plus, j'ai une malformation des doigts. Quand je suis né, mes doigts étaient collés, donc on m'a créé des doigts. C'est pour ça que du coup j'en ai 5 de ce côté, 4 de l'autre. Et c'est ce qui me permet de jouer au rugby, parce que ce sport, il faut être touché à 3 membres sur 4. Donc si j'avais que le premier handicap, j'aurais pas pu. Et comment avez-vous grandi avec cet handicap et comment en avez-vous fait une force, pardon ? Je dirais que j'y ai pas forcément réfléchi, c'est un peu. Ça se fait comme ça, de toute façon on n'a pas le choix. Donc on apprend à vivre avec, on se développe avec, donc on s'adapte. Hein. L'humain a des fortes capacités d'adaptation, hein, donc on trouve toujours une solution, il faut juste savoir varier et avoir des idées pour adapter à chaque fois. Et ça ne m'a pas empêché d'aller faire des soirées au 5e étage à Paris sans ascenseur. Ça ne m'a pas empêché de faire du parachutisme. Voilà, on s'adapte et quand on veut, on peut. Hein, donc on trouve toujours une solution. Et comment est-ce que votre entourage vous a aidé dans cette perspective à vous lancer dans le sport et comment vous ont-ils encouragé dans cette Alors mon perspective ? entourage n'est pas très sportif. Dans ma famille, je dois être un des rares sportifs, même si mes frères courent un petit peu maintenant, ils essayent. Je dirais que c'est très vite quand je suis allé dans un établissement qui s'appelle Toulouse-Lautrec, qui est à Vaucresson. Donc il y a eu une série d'ailleurs sur cet établissement. Et c'est là-bas qu'ils m'ont très vite proposé du sport pour tester. Et puis moi, qui avais l'esprit très compétitif, je me suis dit, bah allez, j'y vais. Puis en plus, c'était avec les amis, donc pourquoi pas. Parce que le sport, généralement, on commence comme ça, hein, avec les amis. Et au final, je me suis pris au jeu. Je me suis rendu compte que j'avais des grosses facilités au niveau physique qui me permettaient d'atteindre un niveau assez rapidement. Et au final, ça s'est fait tout seul, petit à petit. J'ai atteint des équipes de France au début en athlétisme, des équipes de France jeunes. Après en basket, pareil, l'équipe de France Espoir. Et puis maintenant le rugby. Donc en fait, on commence quelque chose et on ne s'en rend pas compte et on se laisse entraîner en fait. Et puis après, c'est parti. Et maintenant, ça fait partie de ma vie, donc je continue. Vous parlez justement de différentes disciplines dans le handisport et comment vous percevez cette évolution des mentalités en France par rapport à l'handisport et aux disciplines paralympiques ? Il y a une évolution très positive, heureusement. Je dirais que ça a beaucoup pris depuis les Jeux de Pékin 2008, où on a vu un peu un tournant au niveau des médias surtout, parce que la base part des médias. Plus les médias montrent, plus les gens vont regarder, plus voilà, ça va se faire. 2008, les médias jouent beaucoup le jeu. Ils montrent pas mal d'épreuves aux Jeux paralympiques de Pékin. Et puis ensuite, 2012, 2016, ça a pris de plus en plus, puisque 2021, Tokyo, on était en direct sur France 2. C'était la première fois que tous nos matchs étaient en direct. Et puis là, 2024, Paris, en plus c'est chez nous, donc normalement, ils devraient nous montrer à fond. Et les gens, en fait, ils se rendent compte que les gens regardent, en fait. Les gens chaque fois, sur nos matchs, il y a des super audiences. Les gens, la petite finale là à Bercy qu'on a joué il y a un mois, il y avait 3000 personnes. Voilà, les gens, quand on leur montre, ils adorent, en fait. Donc, petit à petit, ça se fait. C'est pas encore totalement fait, mais ça avance. Oui, on se dirige plutôt vers une ouverture d'esprit, c'est vrai. Donc vous êtes joueur de haut niveau en rugby fauteuil, mais avant vous faisiez du basket fauteuil. Pourquoi avoir voulu évoluer plutôt dans le rugby fauteuil que dans le basket ? Alors c'est pas moi en quelque sorte, c'est pas moi qui ai choisi. Juste avant les Jeux de Rio de 2016, j'ai un ami à Dijon qui vient me voir, qui se rend compte que mon handicap était classifiable pour le rugby.
et qui me dit, bah écoute, si tu veux, tu peux tester, tu peux venir jouer avec nous, tu as le droit. Et en plus, mon profil les intéressait. Donc j'ai mis quelques mois à me décider. Et au final, fin 2016, début 2017, je commence à faire des entraînements avec eux. Et ça me plaît au final, puisqu'en plus c'est assez proche, les mouvements c'est le même terrain, les mouvements sont assez semblables, il y a du pick and roll, des mouvements, voilà. C'est juste qu'on a retiré les paniers. Donc du coup, je me suis très vite pris au jeu, j'ai progressé très vite. Et dès avril 2018, j'avais déjà une première sélection en stage avec l'équipe de France. Donc moi qui suis compétiteur et qui adore représenter mon pays, j'ai tout de suite dit oui, quoi. Et puis après, dès l'été suivant, j'ai été pris pour les championnats du monde à Sydney. Et ensuite, je faisais toujours les deux en parallèle, basket et rugby. Et là, je me suis rendu compte que pour préparer les Jeux de Paris, qui est vraiment une grosse échéance et où on a vraiment un gros potentiel de médaille, il fallait que je choisisse parce que c'est compliqué de faire deux sports à 100%. Donc du coup, j'ai mis en pause en quelque sorte le basket. Et maintenant, vraiment que le rugby depuis, ça fait maintenant 2 ans, pour vraiment me consacrer à fond au rugby, progresser, pouvoir voyager, prendre de l'expérience à l'étranger et arriver au meilleur de ma forme à Paris et aller chercher cette médaille. Pour les Jeux paralympiques de Paris 2024, justement, dont vous parliez, vous vous préparez combien de temps en avance, à partir de quand commencent réellement les entraînements pour les Jeux paralympiques, pardon. Je pense que depuis que j'ai commencé le rugby, j'ai déjà les Jeux de Paris en tête, donc ça fait 6 ans. Donc depuis 6 ans, je me prépare déjà pour les Jeux de Paris. Souvent, on dit que c'est des cycles de 4 ans, mais voilà, je pense que c'est même 6 ans, parce que même quand on a fait les Jeux de Tokyo, on a fait les Jeux de Tokyo en prévision des Jeux de Paris. C'était qu'une étape de plus vers les Jeux de Paris. Oui, on aurait voulu avoir une médaille, ça aurait été mieux, mais c'était qu'une étape. Et là, maintenant, je dirais que le plus dur va commencer là, à partir de janvier, où vraiment on va rentrer dans l'année olympique, l'année 2024. Et là, à partir de janvier, c'est non-stop jusqu'à fin août, début septembre, parce que les Jeux, nous, vont être jusqu'au 9 septembre. Donc ouais, là, ça va être vraiment le plus gros dur. On va dire que tout le travail de fond a été fait, mais là, maintenant, ça va être le travail de forme pour peaufiner les petits détails, arriver parfaitement physiquement aussi au moment des Jeux et être frais et pouvoir dominer les autres équipes. Mais c'est vrai que c'est une grosse préparation en amont. Si vous avez un mot pour décrire ce sport, quel serait-il? Je dirais la famille. Ah. Parce que c'est un sport qui est très physique, un sport qui est très puissant. C'est très cardio. Quand on sort du match, généralement, on est KO. Il y a beaucoup de contacts. Mais avant tout, c'est l'esprit du rugby. Et même si ça ne ressemble pas vraiment à du rugby, l'esprit du rugby y est. Et ça n'empêche que en troisième mi-temps, on est tous là à faire la fête. Les adversaires sont sur le terrain, mais dès que le match est fini, il n'y a plus d'adversaires. On est tous c'est vraiment une grande famille. Le rugby, que ce soit valide ou en fauteuil, c'est une très grande famille. La beauté des sports collectifs. Exactement. Justement, on parlait de préparation physique. Combien de temps cela représente environ le sport dans votre quotidien? C'est ma vie. C'est une religion, on va dire. Donc, c'est entre 12 et 15 heures par semaine. 1 à 2 entraînements par jour, entre musculation, préparation physique, cardio, aller rouler de mon côté. Les stages France qu'on a une fois par mois sur 4 jours, où on se réunit tous ensemble pour travailler le côté collectif. Plus après les tournois à l'étranger, que ce soit les tournois avec l'équipe de France, les tournois en club, parce que moi du coup je joue dans 3 pays différents. Donc je bouge beaucoup et je m'entraîne, il faut bien que je m'entraîne avec mes clubs aussi à l'étranger. Donc ouais, ça me prend tout le temps en fait. Je me lève le matin pour le rugby, je me couche en prévision du lendemain, à savoir à quelle heure je vais me lever pour le rugby. Je mange en fonction de ce que je vais faire dans la journée pour le rugby. Enfin, tout est pensé pour le rugby. Si jamais vous avez 3 mots pour définir le rugby fauteuil pour tous ceux qui ne connaissent pas ce sport, lesquels seraient-ils? Alors je dirais convivialité du coup pour rejoindre le côté famille que j'ai expliqué. Combativité, puisque voilà, c'est un sport de dingue qui est très physique, c'est un des sports en fauteuil qui est le plus physique. Et performance, on va dire. Parce que le but c'est d'être performant, c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on ne veut pas gagner. Donc chaque détail n'est pas au hasard. Et le but, si on peut écraser l'adversaire qui est lui-même en fauteuil, on le fait. C'est clair. Justement, dans votre carrière de rugbyman, quel poste tenez-vous?
Alors moi, je suis attaquant, parce qu'on a deux postes différents, on a attaquant et défenseur. Alors ça s'appelle comme ça, mais j'aime pas trop ce mot. Parce qu'au final, quand on a le ballon, tout le monde attaque, et quand on l'a plus, tout le monde défend. Je dirais plus que c'est porteur de balle ou bloqueur. Donc il y a les bloqueurs qui sont là, qui sont un peu comme au football américain, les costauds qui sont là pour défoncer tout et ouvrir les espaces. Et moi, je suis plus le gars qui a le ballon et le but, c'est d'aller vite et d'aller marquer et de passer dans les espaces. Donc moi, je suis porteur de balle. Ouais, on est deux avec Jonathan à être les porteurs de balle. Très bien. Avez-vous une anecdote à nous raconter sur votre carrière dans le rugby fauteuil? Une anecdote. Alors je dirais que le plus beau moment que j'ai vécu, ça a été le TQP, donc le tournoi de qualification paralympique à Vancouver en 2020, mars 2020, où on se qualifie donc pour les Jeux. C'était la première fois que je me qualifie pour des Jeux paralympiques. Donc c'était le rêve d'une vie. Forcément, c'était beaucoup d'émotions. C'est un rêve qui enfin se réalise. Donc ouais, c'était, je pense, un des plus beaux moments de ma carrière. Puis après, il y en a eu plein d'autres. Hein. Quand on a le titre de champion d'Europe à la maison, devant toute la famille et tout, c'est magnifique aussi. Là, la petite finale, bon, malheureusement qu'on perd, mais jouer devant 3000 Français à Bercy, de toute façon, tous les moments que je vis avec le sport, c'est des super beaux moments. Donc même les défaites, en fait, deviennent des bons moments parce que on apprend et en fait, on relativise toujours et on essaie de savoir pourquoi on a perdu pour revenir plus fort. Donc même ça devient des bons moments en fait. Et comme vous mentionnez tout à l'heure, justement, vous ne jouez pas simplement en France, mais également aux États-Unis et en Angleterre. Comment vous décrirez la différence de mentalité entre ces trois pays? Est-ce qu'il y en a vraiment une par rapport au sport et à la place de l'handisport? Il y a une vraie différence, oui, parce que en France, il ne faut pas se cacher, on n'est pas un pays de sportifs, on est un pays d'intellectuels malheureusement. Donc le sport, on essaye, mais on ne sait pas faire. Et encore plus dans le parasport, parce que le retard qu'il y a dans le valide, nous, on a encore plus de décalage dans le parasport, donc forcément, voilà, il y a un gros décalage. Les gens, alors de moins en moins, les gens commencent à venir nous voir maintenant vraiment pour la performance et pas juste parce que c'est beau, il y a des petits handicapés qui jouent au sport. Mais malheureusement, il y a des politiques qui encore pensent ça et surtout se servent de ça pour essayer de se montrer un peu à côté. Donc ça reste, voilà, c'est de la politique. Mais contrairement à l'Angleterre et les États-Unis, qui eux, il n'y a pas de secret, eux sont 100% sport. Eux ont la culture du sport, rien qu'à l'université. Dans ces pays-là, surtout aux États-Unis, il y a des bourses incroyables pour les sportifs. Et les sportifs peuvent s'en sortir dans la vie et vivre très bien avec le sport. Alors que nous, en France, avec le sport, il y en a très peu. Toujours on dit, non, privilégie tes études, c'est important, ce qui est vrai. Mais il y a le sport aussi. Et ce décalage, il est dingue, quoi. Quand je vais là-bas, quand je vais aux États-Unis, je suis considéré comme professionnel. J'arrive, mon fauteuil est prêt, a été réparé, nettoyé. J'ai juste à m'occuper, j'arrive, je joue, je repars. Tout est pris en charge, alors qu'en France, on a encore tu veux ton fauteuil, débrouille-toi, tu peux le faire tout seul. Oui, ce qui est vrai. Mais c'est ce petit détail en fait qui fait tout. Là-bas, ils sont professionnels, ils ont l'esprit pro. D'accord. Le sportif qui vous inspire le plus et qui vous motive le plus dans vos objectifs sportifs? Alors, il y a deux sportifs qui me motivent. Un, alors pas pour la même chose. Le premier, c'est Kevin Mayer, que je trouve incroyable pour le côté, déjà il est très fort, et le côté tout ce qu'il met en place dans sa vie pour le sport, que moi j'adore, parce que moi je suis vraiment pareil aussi à penser à chaque détail, et lui il pense à ça. Et j'ai lu son bouquin justement et je le trouve incroyable. Et un autre sportif qui malheureusement est décédé, c'était Alexis Vastine, qui est un boxeur. Et lui, j'ai trouvé ça incroyable, la façon dont il a toujours su se relever et revenir toujours plus fort. Parce qu'il a eu des choses, je ne sais pas si vous voyez un peu la vie qu'il a pu avoir, mais il a eu des choses très compliquées dans sa vie, surtout au jeu. Et je trouve incroyable, toujours à chaque fois il est revenu et à chaque fois il était à deux doigts de gagner la médaille et à chaque fois on lui a volé la médaille, clairement. Et voilà, c'est vraiment les deux sportifs que je trouve incroyables. Après il y en a plein d'autres, mais c'est ces deux-là. Oui, bien sûr. Et un mot sur votre équipe en équipe de France? Des potes, je dirais des potes un peu débiles. C'est qu'on est tous un peu débiles comme on veut, on s'amuse tous, on s'entend bien, ça rigole. On peut être même très débile des fois, comme il y a dans le rugby. On sait que dans le rugby, on n'est pas tous intelligents.
Mais du coup, on s'éclate. Et c'est ça qui est important, c'est qu'on fait de la performance, on sait pourquoi on est là, mais en même temps, on s'éclate et qu'avant tout, le sport, bah, c'est une passion. Le but, c'est de s'éclater au départ, hein. Nous, on a l'esprit compétition en plus qui se rajoute, parce qu'il y a des objectifs. Mais si on ne s'éclate pas dans le sport qu'on fait, bah, généralement, on ne gagne pas. Donc c'est très important aussi de s'éclater. Lors d'une compétition, à quoi pensez-vous juste avant d'entrer sur le terrain? À gagner. Ah, y a La pas victoire. Moi, quand je rentre sur le terrain, c'est. Alors, j'ai l'esprit très militaire. J'aime ma patrie, j'aime la France. La Marseillaise, pour moi, c'est important. Enfin, voilà. Et moi, quand je rentre sur le terrain, moi, c'est comme si je partais à la guerre. C'est l'adversaire, c'est un ennemi. Je suis là pour l'écraser. Il n'y a pas de. Voilà. Il n'y a pas de secret. Le but, c'est de gagner. Après, ouais, ok. Et pendant le match, il n'y a pas d'amis. Et quand je perds, eh ben, généralement, on n'aime pas trop me parler après parce que je fais un peu la gueule. Je suis un peu mauvais perdant. Mauvais perdant, ouais. J'aime pas trop ça. Et malgré le fait que vous soyez mauvais joueur, quel est votre partenaire préféré que vous avez eu l'occasion de rencontrer dans votre carrière sportive? Partenaire, comment ça En créant des amitiés ou même en équipe de France ou dans d'autres pays comme en Angleterre ou aux États-Unis. Je dirais que j'ai quelques amis forts en équipe de France. Celui déjà, Corentin, avec qui je m'entends très bien, puisque en plus je joue en club avec lui, donc on se connaît très très bien. Il y avait un ancien joueur qui s'appelait Christophe, avec qui je m'entendais très très bien en équipe de France aussi, qui maintenant a arrêté. Et je dirais après, surtout, c'est à l'étranger. Là, depuis que je voyage aux États-Unis, j'ai rencontré des joueurs et des coéquipiers aux États-Unis qui sont juste incroyables. Et c'est devenu des très très bons amis. Voilà, il y en a un qui s'appelle Alex, il y en a d'autres, Brian, il y en a plein. Et dans mon équipe, en fait, j'ai eu la chance de tomber dans une équipe qui est géniale. Donc c'est l'esprit, c'est le Texas, donc c'est l'esprit vraiment cool. On rigole, mais en même temps, on est là pour gagner et tout. Donc non, franchement, j'ai fait des super belles rencontres grâce au sport. Quelle est la pire et la meilleure chose qui vous soit arrivée pendant votre carrière sportive jusqu'à aujourd'hui? Tout à l'heure, vous avez déjà mentionné la qualification. Le TQP, oui. Alors il y a le TQP, il y a donc le titre de champion d'Europe à la maison. Le deuxième qu'on gagne chez les Anglais, à Cardiff, qui est aussi incroyable. Gagner un titre chez eux, c'est pas mal aussi. On sait qu'au rugby, on n'aime pas trop les Anglais. Bon, c'est nos meilleurs ennemis, hein, parce qu'en fait, on les aime bien quand même. Après, je dirais que j'ai pas vraiment de. Si, quand on perd, bah forcément, hein, là, la défaite de 1 point en petite finale de la Coupe internationale, alors qu'on menait de 3 points, bah oui, c'est un mauvais moment parce que c'est très frustrant et qu'il faut du temps pour s'en remettre. Mais en fait, voilà, comme je dis, on apprend à chaque fois, donc maintenant on sait pourquoi et on espère pas refaire les mêmes erreurs. Il y a eu aussi aux Jeux, les Jeux de Tokyo où on perd, on passe pas en demi-finale pour 1 point en goal average particulier, qui est pareil, c'est hyper frustrant. Et il m'a fallu bien 2-3 mois pour m'en remettre. Mais voilà, ça fait partie du sport, hein. Il y a des hauts, des bas, et de toute façon, un sportif qui gagne tout le temps, ça n'existe pas. Et heureusement, parce que on s'ennuierait en fait, si on savait déjà qui gagnait à l'avance. Donc, j'ai pas vraiment de. J'ai des moments frustrants, mais de réels mauvais moments, j'en ai pas vraiment. Quel est votre objectif aujourd'hui pour votre carrière sportive, au-delà des Jeux paralympiques de Paris 2024? Il y a déjà gagner une médaille d'or aux Jeux paralympiques, forcément. Alors gagner une médaille et encore plus la médaille d'or. Mais moi, alors ça c'est mon objectif avec l'équipe de France, mais moi après personnellement, j'aimerais bien aussi essayer de gagner chaque championnat qui existe. Donc là pour l'instant j'ai gagné les États-Unis, j'ai gagné l'Angleterre, alors j'ai pas encore la France, on espère cette année. Mais il me manque encore des championnats, il me manque le Japon, il me manque l'Australie. Et puis après, ça c'est les championnats principaux, on va dire. Et après, il y aura des petits championnats dans d'autres pays, pourquoi pas aller pareil voyager, parce que moi j'adore voyager en plus, donc aller dans des championnats qui sont un peu moins relevés, mais pour aller un peu m'éclater, voir d'autres cultures, et puis essayer de gagner pareil. Je trouve que ça fait classe de dire j'ai gagné tous les championnats qui existent. Ça classe. Donc, oui, c'est sûr que. Donc voilà, c'est un peu mon petit objectif personnel que j'aimerais bien. Et justement, vous parliez des différentes équipes où vous jouez, et comment vous arrivez à gérer entre la France, les États-Unis, l'Angleterre? Déjà, mon poste ne change pas énormément en fonction des équipes, puisque si ces équipes-là m'ont recruté, ils m'ont recruté parce que je joue de cette façon-là, donc généralement c'est ce qui coïncidait avec eux.
Après, faut créer des passerelles. Ce que j'apprends dans un pays, j'essaie de le transférer dans un autre. Voilà, moi j'apprends, mais je peux aussi apporter des choses. Donc en fait, c'est de l'échange. On adapte. Ce que j'ai appris aux États-Unis, je l'ai transféré au niveau de l'équipe de France. Ce que j'ai appris avec l'équipe de France, je peux le transférer un peu avec l'équipe d'Angleterre. On essaie de jongler entre les équipes. Mais franchement, ça se fait assez facile parce que voilà, mon poste ne change pas énormément. Et vous voyez où dans 5 ans? Dans 5 ans, dans 5 ans, on sera en 2028. Ça sera pour les Jeux de Los Angeles, donc je serai en pleine préparation pour les Jeux de Los Angeles. Justement, on s'arrête jamais. Hein. On s'arrête jamais, et puis après, ouais, en fait, dès qu'on finit quelque chose, il y a toujours un enchaînement. Mais c'est ça la vie d'un sportif, c'est qu'on n'a pas le temps en fait, de se dire c'est fini, machin, on se pose pas de questions et on enchaîne direct, quoi. Mais c'est ça qui crée aussi l'émulation, c'est qu'on a tout le temps soif d'une nouvelle échéance. Justement, le rugby fauteuil, c'est une discipline qui est plutôt récente en France, qui est arrivée seulement après. Comment vous voyez l'évolution de ce sport en France? Alors c'est un sport qui est encore un peu timide, parce que ça existe que depuis 2004 en France. Alors que les États-Unis, ça fait bien longtemps. Le premier championnat américain, c'était 87. Donc c'est beaucoup plus ancien. Et ça se fait petit à petit, ça se développe. Il y a quelques clubs, je dirais qu'en France, il y a une vingtaine de clubs maintenant, peut-être 20-25. Mais c'est encore assez timide. Il y a besoin, là en ce moment, je trouve que ça s'essouffle un petit peu. Alors l'équipe de France se développe très très bien, puisqu'on fait que progresser depuis le début et qu'on devient maintenant, on est 4e nation mondiale maintenant. Hein. On l'a pu voir, voire même 3, parce que le Japon, voilà, on perd à la fin, mais voilà. Donc ça fait que progresser, mais derrière, je trouve que les clubs ont du mal à suivre la locomotive, on va dire, de l'équipe de France, parce que les clubs restent encore très amateurs, très dans l'esprit amateur, convivial, d'association, ce qu'il faut aussi, hein, parce que le monde associatif est très important pour le sport. Mais il y a besoin de se passer ce cap un peu sur le professionnalisme, sur le fait que le championnat, peut-être que faire des 3 week-ends dans l'année, c'est peut-être pas assez. Peut-être qu'il faudrait structurer un peu plus ça. Peut-être qu'il faudrait faire des matchs allés, des matchs retour, que ce soit un peu plus comme des championnats classiques valides où il y a des matchs tous les week-ends. Voilà, il y a encore, je pense qu'il y a ce cap-là à passer encore qui n'est pas encore passé. Il y a encore une évolution de ce point de vue. De toute façon, on évolue toujours. Hein, et c'est vrai que là, il y a besoin, je pense, au niveau des clubs, d'une évolution. Et en plus de votre carrière de sportif, vous êtes également préparateur physique et mental. Pouvez-vous nous en dire plus? Ça reste dans le sport. Donc j'ai fait des études de STAPS. Et puis plus d'autres DU à côté. Et donc, alors c'est 2 métiers en un, je dirais, parce que c'est préparateur physique ou préparateur mental. Et souvent, les personnes sont l'un ou l'autre. Moi, j'ai préféré faire les deux parce que pour moi, le corps et l'esprit sont reliés. Et que si on a du mental mais pas de physique, on va pas loin. Et l'inversement, c'est pareil. Il faut que les deux soient forts. Et en fait, je trouve que dans un sport, quand on pratique un sport, c'est bien de voir aussi tout ce qu'il y a à côté. Ça, c'est toujours un plus. Par exemple, ça m'est arrivé un peu d'entraîner. Ça m'est arrivé un peu de voir un peu la biologie, de toucher un peu à tout. Parce que du coup, on comprend certaines choses ensuite qui se passent dans le groupe, qui peuvent se passer dans les échanges humains, tout ça. Et ça permet d'évoluer et d'être plus en phase avec ses coéquipiers et avec le staff aussi derrière, et de les comprendre mieux. Et donc moi, mon boulot, donc la préparation physique, j'interviens auprès d'autres athlètes. Donc j'ai une athlète qui est, elle, en sport adapté, donc c'est tout ce qui est sport handicap mental, et qui, elle, a fait une médaille d'argent aux Jeux de Tokyo en tennis de table. Et donc ça fait 7 ans maintenant que je l'accompagne. Donc je fais la préparation physique, donc physiquement je la prépare à être apte et à tenir la cadence de ses entraînements, à ne pas se blesser et à être bonne dans son sport, puisque le ping c'est quelque chose qui est très cardio. Et mentalement du coup c'est pareil, sauf que je vais lui apprendre à tout ce qui est gestion du stress, respiration, récup au niveau du corps, tout ce qui est imagerie mentale, donc répétition mentale, parce qu'on part du principe que si on apprend mentalement, on répète des schémas de jeu ou des choses qui peuvent se passer pendant le match, et le cerveau, comme il connaît ce qui va se passer, il y répond beaucoup plus vite. Donc on essaye de faire un peu un tour de tout ce qui peut se passer. Voilà, préparation mentale, c'est très très varié, il y a plein de choses à faire.
Ouais, c'est très intéressant de pouvoir conjuguer les deux C'est entre ça, votre carrière les deux sportive ensemble. et votre Et carrière. ce que je fais au travail me sert pour ma carrière sportive et inversement. Ce que j'apprends dans ma carrière sportive, je m'en sers à mon travail aussi. Et quelle est votre devise? Alors ma devise, j'aime bien dire que c'est que alors moi je la dis souvent, je l'ai en anglais parce que je me la suis fait tatouer en anglais. C'est que la seule limite est celle que tu te fixes, que j'aime beaucoup. Parce que bah, c'est vrai en fait, surtout nous dans le handicap, bah, y a ceux qui sont qui ont un handicap et qui du coup mentalement vont se ah bah non je peux pas, machin, qui vont toujours s'apitoyer sur leur sort. À côté de ça, il y a ceux qui vont dire bah non, c'est pas parce que je suis en fauteuil que voilà, je vais pas pouvoir rien faire. Et en fait, je trouve que cette devise dans le handicap prend tout son sens parce que oui, il y a la barrière du corps il y a certains muscles qui ne fonctionnent pas. Et si la tête en fait le veut, et ben, on trouve toujours des adaptations. Toujours on trouve un moyen de faire si on veut. Très beau. Sébastien Verdun, vous êtes donc parrain du tournoi de rugby en fauteuil pour la 29e édition des Ovalies. Pourquoi être parrain des Ovalies et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Et ben être parrain parce que c'est un événement de dingue sur le rugby, sur la famille voilà, quand je parlais de la famille du rugby, bah, ça en fait partie. Je trouve que ce tournoi bah, prend tout son sens par rapport à ça, hein, parce que c'est un tournoi convivial, familial, tous des étudiants d'un peu toute l'Europe viennent pour fêter sur 2 jours l'esprit du rugby, se rentrer dedans pendant les matchs et puis aller boire un coup ensuite. Voilà, pour moi c'est ça l'esprit rugby, quoi. Donc ça prend tout son sens et en plus voilà, pouvoir montrer qu'en fauteuil bah, on est capable d'en faire aussi et que bah, on fait partie de la même famille, c'est parce qu'on est en fauteuil qu'on est à part, c'est hyper important, hein, c'est exactement la même famille, c'est pas le même ballon mais c'est la même famille. Et si vous avez un mot à dire à tous les joueurs et toutes les joueuses de ce tournoi, quel serait-il? Lâchez pas, rentrez-vous dedans à fond sur le terrain, je pense que vous serez plein de boue, et heureusement, vous serez bien dégueu, et ensuite, une fois que vous aurez pris votre douche, on ira boire un coup. Très bien, eh bien merci beaucoup, et on se retrouve sur le parquet des Ovalies à Beauvais les 9, 10 et 11 mai prochains pour la 29e édition. Et bah parfait, j'y serai.